mutualiser les forces à l'effet de rendre impuissante cette secte terroriste qui met à mal de plus en plus la Côte d'Ivoire, mais également le Burkina Faso. Autre élément qu'on peut également mettre sur la table pour expliquer la visite de Goïta en Côte d'Ivoire, c'est le sempiternel problème de la négociation et de la réconciliation. Oui. Vous savez que des deux côtés, ce problème de réconciliation, n'est-ce pas, ici est posé sur la table. Et vous savez que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont, n'est-ce pas, ici historiquement liés, dans le sens où les deux inter-échangent parfois les nationalités. Parfois, on n'arrive pas à savoir qui est burkinabé, qui est ivoirien. Bon, on ne va pas revenir ici sur le problème de Ouattara. Oui. Donc, ce problème de réconciliation, c'est un problème qui taraude les esprits, n'est-ce pas, des deux chefs d'État, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi du côté du Burkina Faso. Pour ne rester que du côté du Burkina Faso, vous savez que depuis l'insurrection qui a participé au débarquement du président Blaise Compaoré, tous ces turiféraires du régime qui ont été chassés se sont réfugiés pour la grande partie en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il serait impossible de penser réconciliation au Burkina Faso sans toutefois, n'est-ce pas ici, mettre en exergue la collaboration avec la Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait de la réconciliation son cheval de bataille. Il a tenté de réunir les anciens présidents et vous savez que il a fait revenir le président Blaise Compaoré avant qu'il ne reparte. Donc je pense que ce problème de réconciliation est un problème important pour le président Damiba qui s'est rendu en Côte d'Ivoire. Maintenant, lorsqu'on a évacué toutes ces causes objectives qui peuvent expliquer la visite du président burkinabé, que ce soit au Mali mais également en Côte d'Ivoire, il faut également avancer, n'est-ce pas, ici, que en réalité on peut se poser la question de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant, lorsqu'on voit que le Mali et la Côte d'Ivoire sont, n'est-ce pas, ici tendus, lorsqu'on voit que les rapports, les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire ne sont pas dans les bons offices. À partir de ce moment-là, on peut pousser la réflexion, n'est-ce pas, ici, pour dire qu'en réalité, lorsqu'on fait la comparaison entre, n'est-ce pas, ici, le coup d'État malien et le coup d'État burkinabé, ou du moins, lorsqu'on essaye d'analyser, n'est-ce pas, la personnalité des hommes qui dirigent ces coups d'État-là, il y a une diamétralité qu'on ne peut pas éluder. Il faut donc reconnaître que si l'insécurité est entre autres la cause commune qui peut expliquer la venue de ces chefs d'État au pouvoir, les finalités et les idéologies ne sont pas les mêmes. On voit que d'un côté, il y a un qui est de plus en plus porté par l'impérialisme, par la colonisation, par le camp occidental, et il y a l'autre qui est de plus en plus panafricaniste, qui est de plus en plus réfractaire, n'est-ce pas, à l'impérialisme et à la colonisation. Pris sous ce sens-là, on peut se poser la question de savoir si il n'est pas venu jouer un rôle trouble quant à ce qui concerne la détermination du président malien à assurer la dynamique sécuritaire. Vous savez que c'est quand il est arrivé au Mali, mais on peut parler d'une coïncidence, c'est quand il est arrivé au Mali que la libération des 3 femmes ivoiriennes a eu lieu. Nous n'allons pas dire ici que c'est lui qui est venu forcer cette libération, mais en tant qu'analyste, nous devons de nous poser ces questions à l'effet, n'est-ce pas ici, de mettre en garde le président malien qui, lui, est en train de lutter et s'est montré comme un véritable combattant des intérêts de l'Afrique. Donc voilà, n'est-ce pas, l'analyse qu'on peut faire de cette première visite du président Damiba, que ce soit au Mali, mais également en Côte d'Ivoire. Nestor Bodassé, le docteur Sango vient d'ouvrir une nouvelle brèche. Vous le savez, je pense d'ailleurs quand nous avons eu l'occasion d'échanger en coulisses, on remettait bien sûr en question les rapprochements entre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et la France. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rapprochement-là peut mettre à mal le partenariat militaire qui a bien sûr été signé, ou du moins les avancées qui ont été faites dans ce sens-là du côté de Bamako?
Non, je ne pense pas que ça peut remettre cela en cause. Mais ce que je sais, Oui. dans leur communiqué final, ils ont dit que le partenariat militaire entre le Burkina et la France, ça dit que Damiba a décidé de respecter le partenaire du Mali, Oui. et que le Mali aussi respecte le partenaire du Burkina, mais leur coopération est purement bilatérale. Oui. C'est-à-dire c'est entre Mali et Burkina Faso. Oui. Voilà, ça c'est entre les deux. Maintenant, en ce qui concerne le partenaire international pour le Burkina, pour le Mali, bon, ils disent qu'ils vont mettre une commission de liaison en place. Il y a des militaires maliens et des militaires burkinabés qui vont se charger de régler cette question-là dans sa feuille de route, dans sa mise en pratique, comment ça va se passer. Il faut reconnaître que le Burkina Faso est longtemps mené par la France. Vous vous rappelez qu'il y avait un agent zélé de la France-Afrique, un bon garçon de course de la France-Afrique qui a fait 27 ans au pouvoir ici, en assassinat Thomas Sankara. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la France est bien implantée dans tous les domaines ici. La France est présente militairement. Ils ont un camp militaire ici à Ouaga. Deuxièmement, la France a ses conseillers militaires partout dans tous les ministères de défense, sécurité, comme partout. Même les sapeurs-pompiers, ils ont un budget qui finance la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. La France a balkanisé notre armée jusqu'à ce que l'armée alliée n'avait plus rien. Alors que quand Blaise arrivait, Sankara nous a laissé près de 12 aéronefs, je pense. Donc ça veut dire que la flotte aérienne était bien garnie. Et malheureusement, Blaise a laissé tout ça se gâter parce que la France l'a interdit de réparer. En tout cas, il était un agent zélé de la France. Sa garde prétorienne donc est issue d'Amiba, était bien sécurisée, avait bien les matériels, mais les autres camps n'avaient rien. Bon, comme il était le bon agent de la France, il n'allait pas avoir attaque en son temps. Sinon, si un pays nous faisait la guerre en son temps, le Burkina était foutu. Parce qu'il n'y avait pratiquement rien, l'armée était balkanisée, rien. Alors que l'armée burkinabé est réputée être la plus combattante en Afrique de l'Ouest. Alors, mais sous-équipée, face aux terroristes qui sont armés, financés par la France, c'était difficile. Donc, face à cette 27 ans de calamité, et Roch arrive aussi avec un programme un programme politique qui ne tenait pas compte de l'aspiration populaire de l'insurrection. Ça a un peu mélangé les choses. Maintenant, si Damiba va vers le Mali, je pense que c'est une très bonne chose. C'est vrai, il faut avoir un peu de méfiance et rester vigilant. Parce que, vous vous rappelez, en 85, quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir étant un révolutionnaire, il y avait un pion de la France-Afrique qui était à Abidjan, comme aujourd'hui, qu'on appelait Houphouët-Boigny. Même chose comme Alassane Ouattara. Donc, qui avait utilisé le Mali du général Moussa Traoré pour attaquer le Burkina Faso, qui était aussi un régime militaire. Mais le régime militaire de Bamako en son temps était soumis à la France. Donc, est-ce que le même scénario va se répéter? On souhaite que ça ne soit pas la même chose. Sinon, Assimi Goïta, en plan humanitaire, et Damiba se connaissent très bien, c'est des promotionnaires. Et au moment où Damiba et Assimi Goïta faisait son coup d'État, Damiba était en France et il était au Mali en ce moment. Excusez-moi, il était en mission onusienne en ce moment à Bamako, le 18 août 2020. Donc, les deux se connaissent très bien parce qu'ils ont même fait des formations dans le cadre de l'opération, comment on appelle, Flintlock. Il y a un truc, le commandement américain là qu'on appelle Africom fait des formations pour des forces spéciales africaines chaque année. Damiba est issu de ces forces spéciales-là. Assimi Goïta aussi, c'est la même chose, ainsi que celui de la Guinée. C'est des gens qui se connaissent très bien. Alors donc, si on part dans ce sens-là, c'est bon. Mais maintenant, vu que le Burkina Faso même à l'intérieur est très miné, la plupart des politiciens sont à la solde de la France. Bon, Blaise Compaoré, très longtemps, certains officiers supérieurs sont restés redevables à la France. Ils sont restés longtemps attachés à la France. En dehors de nous, la jeunesse qui ne voulons plus de cette relation aujourd'hui et dont nous sommes en train de pousser, de manifester jusqu'à ce que l'année passée, nous avons bloqué le convoi français ici
pour montrer réellement que nous ne sommes pas partants. Et chaque année encore, nous avons continué à manifester jusqu'à ce que le coup d'État vienne. Jusqu'à ce que le coup d'État est venu, mais nous avons continué à marcher. Mais il faut reconnaître que depuis qu'on a commencé les manifestations, que ce soit sous Rock, que ce soit sous Damiba, on n'a jamais eu d'autorisation officielle pour manifester. À chaque fois, nous sommes gazés, nos camarades sont arrêtés. Donc, vraiment, c'est ce côté-là qui fait qu'on a des doutes. Est-ce que nos autorités vont se démarquer de la France? Parce que vraiment, la population n'en veut pas. Mais toujours les élites militaires, les élites politiciennes, les cadres élites qui sont dans l'administration sont collés à la France. D'autres sont toujours restés redevables à la France. Parce que nous avons 4 grands groupes. 1, le grand parti de Blaise Compaoré, CDP, avec ses alliés et ses OSC qui sont affiliés à la France. Le parti de Roch Kaboré, qui est un grand parti aussi, avec ses OSC et ses partis politiques alliés affiliés à la France. Le troisième lot, c'est des officiers supérieurs restés redevables à la France, qui obéissent à Paris, plutôt qu'à leur pays. Et ces officiers-là sont tout le temps décorés par la France. Il y a aussi le 4e groupe qui est des intellectuels restés redevables à la France. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à notre combat, on commence à démasquer ces intellectuels-là un peu maintenant. Parce que quand ils vont sur les plateaux de télé pour faire des débats, analyses, on voit qu'ils fait cause pour Paris, sans même argumenter pourquoi ils ne veulent pas de la Russie. Donc aujourd'hui, la population commence à les connaître. Ça commence à venir un peu. Donc, côté militaire aussi, on attend de voir. Mais il faut reconnaître que Damiba, au lieu de faire 5 mois de bilan, a plutôt fait discours politique avec cours du soir. Je me demande s'il était vraiment un vrai professeur de cours du soir. Il n'a pas fait de bilan. Parce que quand on dit bilan, c'est quelque chose que tu devais venir donner avec des chiffres. Mais tu n'as pas donné. Est-ce que quand tu es arrivé, par rapport à aujourd'hui, il y avait des armements ou pas? On ne sait pas. S'il y avait armement, pourquoi tu as donné bilan 5 mois et on n'a rien vu? S'il n'y avait pas armement, il faut dire, il n'y a pas armement, c'est maintenant on a pu avoir ça et ça et ça. Voilà, donc mais nous on a vu qu'il n'y a pas eu ça. Bon, quand on arrivait, le territoire était temps. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer ici. Il n'y a pas eu ça. Quand bilan humanitaire, quand on arrivait, il y avait tant de déplacés internes. Aujourd'hui, nous sommes à temps. Il n'y a pas eu ça. Donc, vraiment. Nestor, vous faites bien d'ouvrir une brèche, c'est-à-dire vous parlez de ce bilan des 5 mois passés à la tête de la transition du côté du Burkina Faso. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous avez l'impression que le Burkina Faso a changé sous l'ère le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Bon, changer c'est trop dit. Ce que je peux dire, parce que Roch était un civil, mais aujourd'hui, c'est un militaire qui est au pouvoir. Mais sur le terrain, moi, ce que j'ai pu avoir comme information, franchement, au moment où il est arrivé au pouvoir, bon, c'est comme c'est un militaire, il ne peut pas dire ça peut-être. Franchement, au moment où il est arrivé, il faut recevoir que l'armée n'avait pas d'équipement. Voilà, l'armée n'avait pas du tout d'équipement. Même la gendarmerie. Vous voyez que même sous Damiba, le chef d'état-major, le mois sur le passé, et ça fait 3 mois de cela, non? Le chef d'état-major de la gendarmerie est sorti, dit au ministre du porte-parole du gouvernement d'aller dire au président, il lui commande des hommes d'honneur, il a besoin de matériel pour se défendre. Parce que les terroristes, les petites armes légères même là, c'est des armes qu'on appelle PMS là, qui est les armes légères. Et ils n'utilisent plus les Kalachnikov. Oui, mais bon, si jusqu'à présent nos gendarmes, nos pandores continuent à utiliser des Kalas, c'est pas normal. Donc, si on quitte là, vous voyez que, bon, c'est des choses, je ne dois pas dire ça sur les plateaux, donc je préfère ne pas rentrer dans ces détails-là, parce que ça, c'est... Quand même, je ne veux pas exposer mon pays ainsi. Mais ces derniers temps, nous avons des frères qui nous ont dit, il y a des nouveaux arrivages. Quand on dit il y a des nouveaux arrivages, il faut comprendre quoi. Donc, ça veut dire que c'est maintenant même que le travail là commence. Voilà. Donc, s'il y a des nouveaux arrivages et que c'est maintenant qu'il commence le travail, en tout cas, ça nous rassure que dans les jours à venir, il peut y avoir des bonnes choses. Mais maintenant, est-ce que Damiba, s'il ne se sépare pas de la France, ne sera pas confronté à une réelle politique? Pourquoi je dis réelle politique? Parce que je me rappelle très bien vers Mamoudara dans les cascades, une fois nos FDS prenaient le dessus, mais la France a appelé nos autorités les cérémonies en son temps, c'était au temps d'Europe.
que nos gars sont en train, nos soldats sont en train de tuer lui, ces éléments. Alors qu'effectivement, c'était des terroristes. Ce n'était pas des Français. Donc, vous comprenez maintenant quand nous on dit que c'est la France qui est le parrain des terroristes. Et c'est la France qui forme ces terroristes-là à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, et qui les transporte par hélico, les amener dans son camp ici à Camboinsa, à Ouaga, puisque nos soldats n'ont pas le droit de rentrer dans ce camp-là. Un camp construit sur notre territoire, mais nous, aucun Burkinabé n'a le droit de rentrer là. Voilà. Donc, de là-bas, maintenant, on les héliporte en brousse pour nous combattre. Vous comprenez maintenant. Donc, voici comment ça se passe entre la France et le Burkina Faso. C'est pour cela que nous demandons le départ pur et simple des soldats français du territoire burkinabé. On ne les veut même pas ici. Il faut qu'ils lèvent le camp de Camboinsa. Est-ce que Damiba pourra se séparer d'eux? C'est la question qui reste posée. Mais nous, ce n'est pas pour autant qu'il faut être alarmiste. Il faut continuer à maintenir la pression jusqu'à ce que la France quitte. Voilà, c'est ce que nous on veut de Damiba. S'il veut réellement avoir la confiance du peuple burkinabé, il veut réellement avoir la confiance du monde panafricaniste, c'est maintenant il faut passer aux actions pour bouter la France hors de Burkina Faso. Ça veut dire que c'est plus sur ce terrain qu'il a attendu aujourd'hui le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est-à-dire où il faudrait rompre définitivement les liens de coopération avec la France. Oui, c'est ce sentier-là qu'il est beaucoup attendu aujourd'hui. Nous l'attendons sur ce sentier beaucoup, et nous voulons que vraiment il met cet état vampire-là dehors le plus rapidement possible. Merci à vous, Nestor Podassé. Alors, ce partenariat militaire, docteur Sango, on se réjouit d'autant plus que nous avons d'un côté un lieutenant-colonel qui est Damiba et de l'autre côté le colonel Assimi Goïta. C'est-à-dire, en termes de maîtrise de terrain, ce sont quand même deux personnes qui ont, je vais le dire, stratégiquement parlant, ils ont quand même une parfaite maîtrise du terrain. C'est-à-dire, ce point-là peut également être un avantage considérable dans leur lutte, celle de barrer définitivement la voie au terrorisme. Oui, ça peut être un avantage comparatif parce que vous savez que c'est des hommes du terrain, c'est des hommes qui ont longtemps fait le terrain avant de faire leur coup d'État. Donc, sur ce plan-là, on peut, n'est-ce pas, ici dire qu'ils sont mieux placés pour pouvoir lutter contre l'insécurité. Qui de mieux qu'un militaire pour lutter contre l'insécurité. Donc, lorsqu'on voit leur grade, ce sont des colonels et leurs actions sur le terrain, on peut, n'est-ce pas, ici s'aventurer à dire qu'ils sont dans de très bons canevas. Mais en réalité, cela peut se plomber sur le terrain parce que lorsqu'on voit le bilan, parce que vous avez parlé du bilan là tout à l'heure, lorsqu'on voit le bilan, n'est-ce pas, ici, des deux chefs d'État, des deux chefs de transition, on voit que ce bilan-là est diamétralement opposé. Ces bilans-là sont diamétralement opposés. Or, les deux sont des colonels, et les deux ont fait du terrain. Mais pourquoi est-ce que les bilans ne sont pas aussi à la hauteur, des attentes? Il faut donc dire qu'en réalité, du côté du Burkina Faso, c'est un coup d'État qui a été impulsé beaucoup plus par une dynamique extérieure. Si le président Damiba a fait le coup d'État parce que son pays était, n'est-ce pas, ici dans l'insécurité, ce coup d'État a bénéficié, n'est-ce pas, ici de l'assentiment de la communauté internationale autoproclamée, c'est-à-dire l'Occident et fondamentalement la France. Ce qui n'est pas le cas avec le coup d'État impulsé du côté du Mali, qui a été un coup d'État impulsé par la dynamique intérieure. Vous savez que l'on a parlé d'un coup d'État dans un coup d'État. Au Mali, là-bas, on a eu presque 2 coups d'État, n'est-ce pas, en un temps record. Le premier coup d'État était un coup d'État qui voulait s'inscrire dans la dynamique du coup d'État du Burkina Faso. Et le président colonel Assimi Goïta a très vite fait de voir qu'en réalité, ces gens-là n'étaient pas en phase avec les réalités du Mali. C'est pour cela que, étant donc un nanti du devoir de sécurité de son pays, il a fait ce deuxième coup d'État et on voit comment les effets, les résultats sont en train, n'est-ce pas, ici de se produire sur le terrain. On ne peut pas ici se mettre à déballer les résultats, les actes positifs du président Assimi Goïta depuis son avènement au pouvoir. Or, du côté du Burkina Faso, ce résultat-là est presque invisible. 7 mois plus tard, lui-même, il est en train de comprendre que en réalité,
son coup d'État n'est pas à la hauteur des attentes de la population. On peut donc se dire qu'il se serait dirigé, qu'il se serait rapproché auprès de son collaborateur malien Assimi Goïta pour pouvoir peut-être voir comment est-ce que lui il fait pour que ça marche. Or, en réalité, la leçon ou alors l'élément sur lequel Assimi Goïta se fonde pour que son bilan soit positif, c'est sa rupture fondamentale avec la France. Chose que Damiba n'est pas prêt à faire aujourd'hui. Vous savez que la coopération, n'est-ce pas ici, avec la France sur le plan militaire a toujours été une coopération, n'est-ce pas, prudente du côté de la France. La France, n'est-ce pas ici, fait une coopération qui ne consiste pas à moderniser votre armée. La France ne fait pas une coopération qui consiste à octroyer du matériel efficace pour lutter contre le terrorisme. Parfois même, elle donne ce matériel efficace aux djihadistes, aux terroristes, alors que l'État même n'a pas ce matériel. D'où la difficulté, par exemple, pour l'armée burkinabé de pouvoir faire face au terrorisme. Vous avez écouté là tout à l'heure que le confrère du Burkina Faso a invoqué, il a indiqué qu'en réalité, aujourd'hui même, il existe même encore les camps militaires français au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer que ces camps militaires français, n'est-ce pas, laissent la prolifération des coups d'État ou alors la prolifération de l'insécurité. Donc je pense que c'est tout ça que le président Goïta a compris. Il a compris que la cause fondamentale qu'il faut, n'est-ce pas ici, toucher, à laquelle il faut s'attaquer, c'est la coopération militaire, le partenariat militaire avec la France. Vous avez vu qu'il a résilié ce partenariat-là. Il a construit un autre partenariat qui est en train de donner les résultats sur le terrain, qui est en train de produire les effets tangibles et visibles sur le terrain. Il appartient donc au président Damiba de voir s'il peut avoir ce courage qu'a eu le président Assimi Goïta de s'émanciper, de s'affranchir, n'est-ce pas, de renégocier ou du moins de couper le lien avec la France à l'effet de restaurer la sécurité dans son pays qui a longtemps duré. Merci, Dr Sango. Nestor Podassé, vous disiez tout à l'heure que vous attendez du président Paul-Henri Sandaogo Damiba qu'il rompe définitivement les liens avec la France. Est-ce que c'est une façon pour vous, de l'appeler à s'inspirer de l'exemple du Mali? C'est-à-dire, cette visite peut-elle également être inscrite dans ce sens-là? C'est-à-dire, où il pourra bien sûr également s'inspirer de ce qui se passe du côté du Mali? Peut-être que nous aurons Nestor Podassé, bien sûr, dans nos prochaines sessions d'information. On met le cap donc du côté de Bangui à l'instant pour retrouver bien sûr l'équipe de For You Media dépêchée de ce côté. République centrafricaine, mais aussi des implications liées à la crypto-monnaie. Je suis accompagné de M. Yannick Andjida, qui est ancien secrétaire général du Conseil national de la jeunesse en République centrafricaine. Il est actuellement coordonnateur du réseau national pour la sauvegarde des acquis de la paix en RCA. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Eh bien, de l'autre côté, nous sommes avec le docteur Yom Timba, qui est économiste et analyste politique. Il est également avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Voilà, et bien pour cette première question, je me retourne vers vous, monsieur Andjida. En tant qu'acteur de la société civile, quel est justement le regard que vous portez sur la réécriture de la Constitution? En tout cas, merci beaucoup pour cette préoccupation tant bien capitale qui touche à une question hautement stratégique en ce qui concerne la République centrafricaine. Cette question, c'est le cri du peuple. Le peuple pense que la constitution que la République centrafricaine dispose pour le moment ne répond pas à ses aspirations profondes. Et cette constitution qui s'est faite à la va-vite au lendemain de la crise de 2013, je pense que le peuple pense qu'il faut une nouvelle constitution qui prendra bien évidemment en compte les réalités de l'heure et qui prendra en compte ses profondes aspirations. D'accord. Selon vous, quelles sont donc les réalités de l'heure?
Les réalités de l'heure, c'est que, vous savez, dans cette constitution, ce sont des réalités économiques. Le pays vient de très loin. Le pays vient de très loin avec tout ce que nous connaissons. Nous connaissons nos relations avec la mère patrie. Et donc, pour les ressources, sur les questions des ressources naturelles, je pense qu'il faut que c'est la nouvelle constitution que nous sommes en train que nous défendons puisse bien évidemment prendre en compte la question des ressources naturelles. Justement, lorsqu'on revient sur la Constitution, justement, il y a des articles forcément qui ne cadrent plus avec la réalité centrafricaine. Si je vous écoute bien. Alors, quels sont donc les articles précis, si on peut le dire ainsi? En ma qualité d'ancien secrétaire général du Conseil national de la jeunesse, je pense que l'article 36 qui conditionne la participation des jeunes est une frustration. D'accord. Parce que l'article 36 de cette constitution parle d'un critère d'âge, qu'il faut avoir au minimum 35 ans pour prétendre présider la destinée de la République centrafricaine. Et pourtant, il y a des exemples en Afrique qui normalement devaient pousser des jeunes à s'engager pleinement en politique. On ne peut pas vouloir demander à cette jeunesse-là de participer en tant que lecteur à partir de 18 ans et lui empêcher de participer pleinement en ce qui concerne des hauts niveaux de responsabilité de ce pays. Donc pour moi, cet article, l'article 36 est une frustration, est un article discriminatoire qui mérite simplement d'être balayé. Ça c'est dans. De deux, sur certaines dispositions, vous voyez l'article 49 qui oblige le président de la République, qui a reçu mandat du peuple souverain, que ces actes administratifs puissent être contresigné, que ce soit par son premier ministre, parce que son premier ministre a bénéficié de sa confiance. Ces ministres ont bénéficié de sa confiance. Comment comprendre que celui qui a bénéficié du mandat du peuple, celui qui a reçu la confiance du peuple, puisque ces actes administratifs pourraient être contresignés par des personnes que lui-même il a nommées. Donc nous pensons que sur le plan du fond, ces dispositions ne sont plus d'actualité. Ces dispositions ont été prises parce que ceux qui l'ont élaboré, c'est toujours d'avoir dans l'esprit dans une équipe de transition. Ils pensent qu'à tout moment, il doit y avoir des mécanismes de transition. Vous voyez? Donc pour nous, ce sont ces dispositions qui nous obligent à dire que le président de la République qui a reçu mandat du peuple, c'est lui qui nomme ses ministres, c'est lui qui nomme son premier ministre. Ces actes administratifs ne doivent pas faire l'objet de contre-signes. Et donc, de toute façon, il y a des dispositions transitoires que nous ne sommes plus à la transition, c'est que nous ne nous préparons plus à une nouvelle constitution. Nous ne nous prenons plus à une nouvelle transition, je veux dire. Donc, pour le moment, ces dispositions transitoires doivent être purement simplement écartées. Aussi, sur le plan du fond, la constitution que nous avons, elle est signée par le chef d'État de transition. Parce que un président de la République, il est en même temps chef de l'État et président de la République. Celle de 1996? Non, celle de 2016. 2016, d'accord. Je pense que sur le plan du fond et que de la forme, cette constitution mérite d'être purement balayée. Que la nouvelle constitution que nous soutenons devait être signée par celui qui a reçu, qui en a la légitimité et la légalité. Et qu'il a reçu, il n'est pas seulement un chef de l'État, mais un président de la République également. Voilà, ça veut dire que vous êtes donc d'accord avec justement la réécriture de la Constitution? Entièrement d'accord, projet que je soutiens coréen. Voilà. Alors, docteur Yam Timba, je me retourne vers vous. Nous venons justement l'avis de M. Ondjiba, qui est justement d'accord avec la réécriture de la Constitution. Quel est votre point de vue? Écoutez, je viens d'entendre une personne absolument et parfaitement lucide sur la situation de son pays et qui indique qu'il est important de faire le point, de faire une synthèse et de pouvoir donner au pays la possibilité de se projeter vers un avenir meilleur, différent de ce qu'il a connu et surtout de lui donner les bases qui lui permettront de pouvoir résoudre, particulièrement, il a commencé par là, les questions économiques auxquelles le pays est confronté. Donc je crois que ce projet, s'il allait dans le sens de la réponse ou de la consonance avec cette attitude ou cette vision, ce projet, ces attentes-là, eh bien nous dirions que naturellement c'est un projet qu'il faut faire avancer. Il a soulevé un certain nombre de considérations qui effectivement semblent clairement faire problème. La Constitution de 2016 est une constitution d'aménagement pour permettre de traverser une période de crise, mais surtout c'était pas
dans le but qui est celui poursuivi aujourd'hui de fonder un État centrafricain. Parce que c'était beaucoup plus pour s'aménager un processus de paix qui devait permettre de passer justement d'un moment de non-État à un moment où il y a un État qui se construit. Et l'un des éléments forts de cette constitution était de s'assurer, l'un des objectifs qui était visé, c'était de s'assurer qu'on puisse arriver à organiser des élections libres, transparentes, qui pourraient permettre d'élire un président, de mettre en place un nombre d'institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, ces institutions étant là, un président ayant reçu un mandat clair, et je crois et tout à fait précis de son peuple sur la base d'une vision, et compte tenu du contexte d'organisation et de construction politique et économique du pays, lié particulièrement au projet Sango, je crois qu'il est tout à fait compréhensible que le public, que le peuple centrafricain qui s'est prononcé, enfin qui a commencé à se prononcer sur cette question avec 700 000 signatures parmi le million et le million 200 000 électeurs qu'il y a en Centrafrique. 700 000 ont signé une pétition et puis pratiquement aujourd'hui on sait que autour de pas loin de 70% des députés ont quand même donné leur aval également. Donc on comprend qu'on est devant un projet populaire porté par une vague populaire extrêmement importante. Donc je crois qu'effectivement il reste aujourd'hui à ce que le constituant soit désigné, et que le processus référendaire soit organisé et puis qu'on avance vers cette nouvelle étape pour pouvoir construire l'avenir que tous les Centrafricains attendent. Voilà, monsieur Andjida, justement, je me retourne vers vous. On s'est quand même rendu compte que tout le monde n'est pas d'avis. Parce qu'il y a eu cette manifestation, justement, du 6 août dernier. Il y a également eu celle du 4 septembre, justement. Mais il y en a quand même qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne partagent pas cet avis. Qu'est-ce qui cloche, en fait? En tout cas, et ce qu'il faut préciser, c'est que même la Constitution elle-même prévoit des mécanismes de révision. C'est un procédé légal. Et donc, vouloir combattre un procédé légal, c'est une violation. Je pense qu'on est des délinquants lorsqu'on ne respecte pas la loi. Cette loi, nous l'avons tous votée. Nous l'avons tous votée, elle a un caractère général. Donc pour nous, ils sont également dans leur droit. Le droit de se dire... Au Chili, il y a eu un référendum où même le pouvoir en place qui a porté ce projet a connu un échec. Donc nous pensons que ceux qui sont contre, ils n'ont qu'à battre campagne pour que lors du prochain référendum, qu'ils votent pour le non. Donc nous qui défendons, nous qui pensons que les choses doivent avancer, que les choses doivent évoluer. Le contexte actuel ne nous permet pas surtout sur la question de critères d'âge que je défends fortement. Pour nous, il faut mettre en place ces dispositions. Il y a aussi des institutions budgétivores. Vous prenez, vu l'état économique du pays, vous pensez qu'il est nécessaire ou qu'il est urgent de mettre en place un Sénat? Pour nous, nous pensons que ce n'est pas normal. Donc, pour ceux qui sont contre, qu'ils défendent, qui vont convaincre le peuple. C'est le peuple qui en avisera. Pour le moment, nous qui sommes du côté pour la question, pas la révision, mais nous sommes dans la dynamique de la réécriture. Oui. Nous qui sommes dans cette dynamique, nous pensons convaincre le peuple, nous pensons rassurer le peuple pour dire que nous voulons bien que cette constitution soit améliorée. Voilà. Donc il n'y a pas un blocus, c'est un procédé légal. Même dans la constitution, il y a des mécanismes qui sont prévus, qui permettent à ce que lorsque le président se voit dans ces cas de figure où il y a la majorité qui pense qu'il faut aller vers un nouveau référendum et qu'il y a une partie, je dirais la minorité qui pense également que parce que ce n'est pas normal, ils veulent que la constitution reste, bon, c'est le peuple qui en avisera. Donc je pense que même la présidente de la Cour constitutionnelle lors de la prestation du serment a demandé au président de la République de consulter son peuple lorsqu'il y a des problèmes d'ordre majeur. Et je pense que dans le cas de figure, nous sommes dans cet exercice, nous sommes dans ce cas d'espèce. Il faut aller au peuple, c'est le peuple qui décidera. Voilà, vous êtes en train de parler justement de la... Je crois qu'il a parlé de la dame de la Cour constitutionnelle. Oui. Voilà, la présidente de la Cour constitutionnelle. Justement, on a vu un décret dernièrement qui est sorti et puis on s'est rendu compte que c'était pas trop dans le cadre de la réécriture de la Constitution. Elle n'était pas d'accord en fait. C'était dans le cadre du projet Sango. Oui, oui. Mais quand elle n'est justement pas d'accord, ça veut dire qu'il y a un
ce niveau? Bon, parce que quand même la nouvelle constitution voudrait, du moins lorsque le président, le professeur Faustin Archange Touadéra lance ce projet, c'est parce que justement il vise à ce que l'économie du pays soit améliorée. Et si elle n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème, si on peut le dire ainsi. Bon, je pense que la Cour, les décisions de la Cour sont susceptibles de non-recours. Donc elle s'est fondée sur son petite conviction. Et puis en tout cas, c'est un collège des magistrats et des professeurs de droit qui l'ont fait, et nous respectons cette position. Seulement, ce que nous devons rappeler à la Cour, c'est de penser à la souffrance du peuple. Et se demander est-ce que ce projet ne peut pas amener les gens mieux dans la vie du peuple. C'est ce qui est le plus fondamental. La Constitution prévoit que lorsqu'il y a sur des questions de ressources naturelles ou sur des questions d'exploitation des ressources naturelles, il faut passer au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que dans le passé, sous le règne du président l'honorable Abdou Karim Mekassoua, il y a eu un cas de figure et que la Cour constitutionnelle a pu valider en faveur de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, il pense qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Mais nous pensons qu'il faut penser à la souffrance du peuple. Et c'est dans cette même dynamique que nous soutenons qu'il y ait la nouvelle constitution. Parce que dorénavant, quand il s'agira des questions, non seulement de la question d'octroi de la nationalité, il faut que ça soit prévu, que ça soit renforcé dans la constitution. Lorsqu'il s'agira des questions des ressources, d'exploitation des ressources naturelles, il faut que cela soit bien précis dans la nouvelle constitution. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons. Pour que, dorénavant, que les gens ne pensent pas à leurs propres intérêts. Le pays vient de très loin. Voyez l'état du pays avec toute la richesse que nous avons. Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Les gens ne peuvent pas penser. Mais en tout cas, nous sommes dans ça. Donc, ce que nous demandons, qu'il faut penser à la souffrance de ce peuple. Ça veut dire que vous êtes pour le référendum alors? Entièrement d'accord pour le référendum. Voilà. Alors, docteur Yam Timba, votre position? Écoutez, position, enfin, pas vraiment une... Mais je dis qu'il y a quelque chose qui apporte le bonheur aux Centrafricains. Oui. Et le bonheur des Centrafricains rentre dans une démarche continentale africaine qui est de penser à ce que chaque Africain sur ce continent et hors de ce continent soit heureux. Lorsque aujourd'hui le Centrafrique décide ou les autorités centrafricaines, encore que ce n'est pas le président de la République qui a décidé de dire je vais réécrire la Constitution, c'est le peuple qui s'est mobilisé et qui a saisi ses élus, ses représentants, les députés en disant voici un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans notre pays. Nous avons un président qui est sous tutelle, qui est muselé, qui est sous régence. Nous avons un problème avec l'idée que les lois puissent être quand même interrogées par la Cour constitutionnelle, mais que de l'autre côté, nous ayons des actes administratifs, donc des règlements, qui puissent être interrogés par cette même Cour constitutionnelle. Il y a une sorte de mélange des genres, parce qu'une loi et un règlement et un acte administratif, ce n'est pas la même chose. En fait, ça bloque l'action présidentielle, parce que le président a été élu sur la base d'un programme. Il a un programme, il a une vision, mais si ce sont des personnes qui ne sont pas élues, qui n'ont aucun mandat, qui valident, parce qu'au fait, contresigner l'acte du président pour que ça puisse être implémenté, ça veut dire que c'est vous qui validez l'acte du président. Mais vous n'avez même pas été, vous n'avez aucun mandat et c'est lui qui vous nomme. Ou dans le cas de la Cour constitutionnelle, vous n'êtes pas élu. Le président dit je veux construire une route. Vous dites non, le président ne peut pas construire là. Vous pouvez le dire, parce que, évidemment, la Constitution vous le permet. Mais ça piétine les principes du droit. L'un des principes du droit les plus importants, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République peut même signer un acte qui dépend d'un ministre, mais le contraire ne devrait pas du tout être vrai. Et d'ailleurs, le ministre n'a pas à surveiller le travail du président, c'est le président qui surveille le travail de ses ministres. On a plutôt l'impression qu'il n'est pas libre à ce niveau. C'est pas qu'il n'est pas libre, c'est que le président est un petit garçon qui est entouré d'un certain nombre de régents. En fait, c'est un garçon qui devait succéder à son père qui serait un roi. Malheureusement, il est trop jeune. Et donc, les adultes autour décident à chaque fois de lui dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bon. Et le président n'a aucune autonomie en matière de gestion. Or, à la fin de son mandat, il doit rendre compte, il a un bilan à présenter. Voilà. Sauf que les gens qui devaient valider tout cela, eux n'ont aucun bilan, ne rendent compte à personne. Et le pire, c'est que c'est lui qui les nomme. Donc je crois qu'il y a
il y a une dynamique au niveau de ce pays qui est une dynamique fondamentalement panafricaine, c'est-à-dire de construction de l'Afrique, et ce qui se fait ici résonne avec cette dynamique-là, qui dit qu'il faudrait que les peuples se dotent d'institutions fortes qui sont capables de porter les aspects ou les problèmes politiques et économiques. Et revenant sur l'élément du Sango Coin, nous avons vu, nous autres, les Africains et les Panafricains, nous avons vu avec beaucoup de regrets cette décision, non pas parce que la Cour constitutionnelle n'a pas à prendre de décision, elle prend des décisions tout le temps et c'est pour ça qu'elle a été instituée, mais parce que nous avons eu le sentiment que la globale n'a pas été prise en considération. Et surtout, si on revient justement dessus, on se rappelle que sur le nombre de signatures qui devraient porter ce document, il n'y avait que 2 signatures. Mais il y a beaucoup de choses comme celle-là et je crois que c'est des petits détails qui devront être interrogés en temps opportun et là où il le faut. Mais sur le contenu, nous avons constaté que le débat qui se fait en Centrafrique, qui devrait être un débat, Andika a commencé par là, les problèmes économiques. Un président a été élu. L'État a pour priorité aujourd'hui de se stabiliser, de se renforcer et de se consolider, parce que c'est de cette façon uniquement que l'État se donnera la capacité de porter les attentes des Centrafricains et de les satisfaire à travers un certain nombre d'actes justement réglementaires et administratifs qui doivent être pour lesquels le président doit être libre et doit se sentir légitime quand il les prend. Mais s'il doit aller chercher la légitimité ailleurs, dans d'autres institutions, alors le président a promis un volume économique d'investissement de 42 milliards de dollars, mais ces 42 milliards de dollars, il ne pourra jamais du tout les mobiliser, ni créer l'économie qu'il veut. Pour quelle raison? Mais parce que les personnes qui doivent contresigner ou les personnes qui doivent évaluer la constitutionnalité des actes réglementaires et administratifs qu'il prend n'ont pas forcément la vision, la pleine compréhension ou la totalité des informations dont ils disposent et qui l'ont conduit à imaginer justement la stratégie économique qu'il met en place. Et il y a un minimum de modestie à vouloir accepter que ce programme économique est ambitieux et il est révolutionnaire. Oui. Mais lorsque vous prenez le Sango Coin, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand vous prenez les États du Moyen-Orient, mais vous voyez très bien que on accède, il y a des éléments d'accession à la nationalité et des éléments d'accession aux actifs locaux. Oui. Or, ces éléments constituent ce qu'on appelle, si vous voulez, l'attractivité du pays. Comment on crée l'attractivité d'un pays, l'attractivité économique d'un pays comme celui-ci pour que les investisseurs affluent? Il faut les rassurer, il faut protéger leurs investissements, il faut leur donner les moyens ou disons, il faut leur donner le confort qui leur permettent de s'imaginer, de savoir que, en fait, ils viennent dans un pays qui est sûr. Ils viennent dans un pays où ils peuvent compter sur la capacité des autorités à protéger leurs investissements. Et à côté de cela, il faut rassurer, il faut que tout le monde soit rassuré parce que dans cette dynamique du projet Sango, en réalité, ces intérêts des Centrafricains sont protégés. Le projet, ou si vous voulez, le processus de tokenisation des ressources, il faut peut-être qu'on explique un peu de quoi il s'agit. Tokeniser une ressource, c'est tout simplement l'inscrire dans le cas d'espèce dans ce registre blockchain. Et en l'inscrivant, ça permet à tous les Centrafricains, en réalité, tout au long de l'échange ou des transactions qui auront lieu grâce à cette ressource-là, de continuer en fait à percevoir une commission, même bien longtemps, même des décennies après que le token, c'est-à-dire l'actif créé, soit encore en train d'être objet de transaction. Donc, en fait, le projet Sango donne aux Centrafricains la possibilité de sécuriser leurs ressources et de réaliser un droit qui est peut-être un nouveau droit, là encore, une innovation centrafricaine, le droit à la richesse. Tout le monde parle des droits de l'homme, mais apparemment, personne n'a pensé que les hommes ont le droit d'être riches. Bon, alors, riche, quand on dit riche, tout le monde voit des gens qui ont des jets privés, non, c'est pas ça. Être riche, c'est-à-dire avoir une vie confortable.
Et la Centrafrique dit, nous voulons, l'État centrafricain, les dirigeants centrafricains actuels, avec leur président en tête, disent, nous voulons accorder aux Centrafricains ce nouveau droit de l'homme, qui est le droit à la richesse, le droit qu'ils tirent de ce que leur territoire leur offre les ressources suffisantes pour que chacun puisse vivre bien. Ce pays, c'est 30 millions d'hectares de terres arables. 30 millions d'hectares de terres arables, c'est à peu près 1/6 ou à peu près 1/7, un peu moins d'1/7 de la totalité des terres arables du globe. Ce qui fait que ce pays a la capacité de nourrir le monde entier. Mais si un pays a la capacité de nourrir le monde entier, comment peut-on expliquer que ce pays, M. Andika le disait, soit dans la pauvreté actuelle? Et pour évacuer ce genre de problème, ce genre de contradiction, il faut un État stable, un État solide. Il faut un État fort, un État organisé de façon harmonieuse qui fonctionne de telle sorte que les dirigeants aient le volant naturel, le volant suffisant et la capacité de réactivité suffisante pour pouvoir à chaque fois saisir les opportunités, implémenter des solutions fortes, solides, efficaces, pertinentes, mais également de pouvoir assurer la sécurité de tout le peuple. Parce que les questions, par exemple, qui semblent échapper à un certain nombre de personnes, à savoir que le président, dans le cas, par exemple, quand il veut signer un contrat minier, les gens ont besoin de réactivité. Les investisseurs ont besoin d'être sûrs que les lois sont de bonnes lois. Et là, une cour constitutionnelle va faire son travail, mais que les actes administratifs sont des actes empreints essentiellement d'efficacité, empreints de réactivité, empreints qui donnent la capacité aux dirigeants de pouvoir, si vous voulez, réimplémenter des solutions économiques, culturelles, sportives, académiques, etc., qui soient de nature à changer le visage du pays très rapidement et à permettre aux investisseurs d'avoir un retour sur investissement qui soit garanti. Alors, M. Adjida, justement, quand on parle de M. Yamtiba, tout d'État stable. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette décision de la Cour, justement, est-ce que vous pensez qu'avec cette décision, les investisseurs seront rassurés, justement, concernant la crypto-monnaie? En tout cas, c'est une désolation totale que nous avons appris, que nous avons su. La décision qu'a prise la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'était une déception totale. Parce que pour nous, c'était un projet qui devait apporter un léger mieux à la souffrance du peuple centrafricain, malheureusement. Nous ne savons pas pour quel intérêt la Cour, pour quel intérêt ou pour quelle raison la Cour s'est fondée, mais puisque ces décisions sont sujet de non-recours, nous la respectons. Et nous pensons que la Cour n'a pas suffisamment pensé à la recevoir. Parce que pour vous voyez comment le peuple avait reçu, surtout à l'annonce de ce projet, le peuple pense que vraiment, en tout cas, les choses allaient de mieux en mieux. Bien dommage. Pour nous, c'est plus ou moins inquiétant. Et la question qu'on se pose, est-ce que la Cour pense vraiment au peuple? Ou mieux encore, est-ce que la Cour, justement, devrait rendre public des décisions sans passer par l'Assemblée? Parce qu'on sait quand même que la Cour devrait prendre des décisions. Elle devrait peut-être, je vais dire ça comment, elle devrait peut-être donner son avis ou bien donner son conseil. Est-ce que la Cour a justement qualité de rendre public une décision sans que l'Assemblée nationale ne puisse se prononcer? Je pense que la Cour elle a qualité à le faire. D'accord. Parce que les lois, comme vous le savez, qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, après promulguées par le président, la Cour vérifie la conformité des lois ou règlements avec la Constitution. Et la compétence. Seulement, comme nous l'avons bien dit, avec ce mécanisme, ce mode de fonctionnement, cela ne permet pas au président de la République qui a reçu mandat du peuple non seulement de se mouvoir, mais de réaliser son programme politique. Le président de la République est élu sur la base d'un programme. Oui. C'est sur la base de ce programme que le peuple lui a fait confiance. Mais à partir du moment où il y a des instances, où il y a des instances qui l'empêchent de mouvoir ou d'être libre dans ses actions, cela pose problème. Parce que d'ici 5 ans, le président aura à rendre compte. Le peuple n'attend pas des justifications de la part du président. Oui. Quand le président va se mettre, non, c'est pas ce qu'on attend. Nous vous avons fait confiance pour alléger nos souffrances. Nous avons fait confiance pour permettre à nos enfants d'aller à l'école. Nous avons fait confiance pour permettre à nos enfants d'avoir un travail décent. Ça, c'est ce que le peuple attend. Ce ne sont pas des justifications. Et
lorsque le président a cette vision, en principe, toutes les instances qui l'accompagnent devaient porter cette vision. Lui, il incarne la vision globale, mais les autres devaient l'accompagner. Seulement, que vous savez, nous sommes dans une guerre géostratégique très rude pour le moment. Tout ce que toute la vision du président, vous savez, il y a la France qui est là, et vous savez qu'il y a tous ceux qui gouvernent, qu'ils ont leurs enfants en France, ils ont leur famille en France. Est-ce qu'ils pensent à la souffrance du peuple centrafricain? C'est ce qui fait mal. Et donc, vous voyez, même ceux qui critiquent le projet Sangokoin, ils ne sont pas dans la capitale, ils ne sont pas en... Ils sont dans des hôtels en France, ils sont dans leur résidence en France. C'est de là-bas qu'ils font des déclarations. Ils ne sont pas ici. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas les réalités de ce pays. Et c'est ce qui fait. Et c'est pour cette raison qu'il faut une constitution qui permettra... il ne faut pas personnaliser le débat autour du président actuel, autour du président Touadéra. Le président Touadéra n'est qu'un individu, il pourra d'un moment à l'autre partir. Mais nous parlons de la République, nous parlons de l'avenir de ce pays. Que ce soit ceux qui d'ici demain, s'ils ont la possibilité de gérer, mais qu'ils aient la main libre pour pouvoir gouverner le pays. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons. Si vous êtes un président de la République qui est élu, n'a pas la main libre, il n'a pas toutes les astuces nécessaires pour lui permettre d'apporter des solutions aux problèmes réels du pays, je pense que c'est un problème. Donc, dans cette constitution, comme nous l'avons dit, dans la nouvelle constitution que nous défendons, c'est pour permettre au président qui sera élu, au nouveau président, parce que forcément, il y a des gens qui se spécialisent en matière de faux débats, des hors-sujets, qui pensent que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour permettre à Touadéra d'aller... Non, ce n'est pas ça le débat. Je pense que le président Touadéra, qui a déjà passé 5 ans, non seulement qu'il a eu une expérience, même s'il veut partir ou il veut rester, il faut qu'il laisse des bases solides. En fait. Si les bases ne sont pas solides, il n'aura rien à laisser, parce que c'est en fonction de l'expérience. Il a été Premier ministre pendant 6 ans. Il sait comment le pays fonctionne. Il est président encore. Il sait comment les choses fonctionnent, il comprend mieux les problèmes des Centrafricains. Et puis on a même vu, on se rappelle l'armée qui a quand même évolué avec la présence. C'est une fierté, ceux qui ont participé au défilé de la fête de l'indépendance le 13 août, c'était quelque chose d'extraordinaire, le peuple était ému, même si ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister, mais à la télé, c'était une fierté. Depuis l'annonce jusqu'à nos jours, où il y a un grand fossé, il pose des actes que le peuple, c'est pour cette raison que le peuple pense qu'il n'est pas suffisamment compris par ceux qui l'accompagnent. Il n'est pas suffisamment compris, d'où le nécessité d'avoir une constitution qui prendra en compte ces aspirations, qui permettra à ce que le président qui sera élu, ou un autre président qui viendra, aura vraiment le levier nécessaire pour pouvoir gouverner le pays. Voilà, M. Yamtimba, si je m'en tiens au propos de M. Adjida, la souveraineté du peuple est donc mise en cause à ce niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Écoutez, je pense que un État souverain signifie qu'on a un peuple souverain. Et l'idée, la souveraineté ne se construit pas sur de simples arguments, sur de simples débats ou simplement en le proclamant. La souveraineté, ça s'incarne. Et les institutions incarnent cette souveraineté, la protègent, la promeuvent et s'assurent à chaque fois que cette souveraineté elle est active. Or, dans le cas d'espèce, il faut bien que le peuple, à un moment donné, se constitue. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui nouvelle constitution, ce n'est pas un papier, ce n'est pas du tout un document, simplement que les gens veulent avoir, ou rédiger. En fait, dans nouvelle constitution, il faut que les gens prennent le mot constitution, constituant, constitutionnel, dans ce qu'ils ont disons, dans le radical. C'est constitué de quoi? Ça veut dire se tenir ensemble. La vision de 2022 de la Centrafrique, parce que je ne voudrais pas dire la vision du président actuel. Effectivement, on convoit cette idée, cette image, alors que nous devons réfléchir de façon conceptuelle, ou mais pas forcément avoir des petits clichés qui sont des images qui ne sont pas forcément des choses structurées et théoriquement clairement élaborées. La vision du Centrafrique de 2022, c'est comment on fait pour être ensemble. Ce président qui est là aujourd'hui a une attitude assez incroyable qui est reprise et recommandée à la plupart des présidents africains, la main tendue.
Et la main tendue signifie venez, on se met ensemble. On se tient ensemble. C'est ça, constituer, se tenir ensemble. Et donc, on se tient ensemble pour nous projeter dans l'avenir. On se tient ensemble pour imaginer le futur. Et le futur que nous allons imaginer, c'est entre autres choses un futur qui est un futur de construction, un futur pour les bâtisseurs, un futur qui va donner à la Centrafrique le rôle qui est celui qu'il a toujours joué d'ailleurs, depuis les années 1920-1930, les peuples du monde d'Afrique qui ont été sous la domination arabo-musulmane ou judéo ou chrétienne ou européenne se sont réfugiés ici. Oui. Et ces peuples-là se sont tenus ensemble pour constituer ce que le Centrafrique est aujourd'hui. Et ce Centrafrique-là a besoin d'une... on appellerait ça en Europe un aggiornamento, c'est-à-dire en fait une réorganisation. Or, cette nouvelle organisation du Centrafrique est un appel à tous. Il n'y a pas de raison que certains se mettent en marge. Il n'y a pas de raison que certains s'imaginent qu'on taille une constitution à la mesure de quelqu'un. Le président Touadéra, quoi que vous pensiez, quoi que les gens puissent penser, ne pourra plus tenir 10 ou 15 ans au pouvoir. Oui. Il a un certain âge. Et j'ai le sentiment qu'il a des préoccupations scientifiques et des préoccupations personnelles qui... liées à sa personnalité et à ses valeurs qu'il essaie de nous faire comprendre, de nous faire voir chaque jour, qu'il n'est pas de nature clairement à vouloir faire les choses pour lui-même. En mathématiques, on ne développe pas les choses pour soi, on développe les choses de façon universelle. Et cette propension à l'universel, d'appel à l'universel, est pour dire aux Centrafricains, venez, on fait quelque chose ensemble, on se met ensemble, et le fait que nous nous mettions ensemble va produire un texte qui sera notre contribution à tous. Parce que la démarche, telle que moi je l'observe, c'est que le contenu, les idées qui vont se traduire en contenu de cette constitution devraient être les idées de tout le monde. Et je crois que c'est l'appel qu'il lance. Et c'est l'appel que les dirigeants actuels lancent. Sauf que cet appel semble être mal compris par certains. Mais c'est normal, la structure des révolutions politiques est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous disons des choses incommensurables, des choses qui ne sont pas de commune mesure. On ne s'entend pas sur les détails et on s'accroche à ce sur quoi on ne s'entend pas en laissant ce qui est essentiel. Et c'est sur ça qu'on s'entend. C'est-à-dire, les Centrafricains doivent reprendre la main sur leur histoire, doivent reprendre la main sur leur destin, ils doivent reprendre la main sur leur peuple, sur leur pays. Lorsque tout à l'heure, M. Andika évoque la France. Andida. Je m'excuse. Je m'excuse. Lorsque M. Andida évoque, par exemple, la présence française ici, mais c'est une catastrophe. Et vous voyez que vous avez à la tête de votre pays un président qui, au lieu d'aller dans les polémiques inutiles et commencer à gesticuler, parce que malheureusement on veut justement le mettre sous régence, il a des solutions originales, innovantes, qui font de la Centrafrique aujourd'hui une lumière dans le monde. Bon, après, les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord, mais le monde entier se demande, le projet Sango, comment on peut s'en inspirer. L'étape où les gens s'interrogeaient dans le monde sur qu'est-ce que c'est, est passée. C'est passé. Aujourd'hui, le monde entier se demande comment on fait pour s'en inspirer. Et lorsque le monde entier veut s'inspirer de votre pays, vous ne bloquez pas la marche de votre pays. Et il faut donc donner au monde l'image d'un pays stable, avec un État bien structuré. Et les éléments qui font qu'un certain nombre de choses dans ce pays fonctionnent comme ça fonctionne, et comme dans, par exemple, 14 pays qui utilisent le franc CFA, c'est parce que le type de constitution qui demande aux gens de se tenir ensemble et d'imaginer un avenir meilleur ensemble dans le cadre de la création d'un État nouveau, réellement centrafricain, qui pourrait même ne plus s'appeler Centrafrique. Parce que ceux qui ont créé ce qu'on appelait la République centrafricaine, ce n'étaient pas les Centrafricains. Je doute fort que les Centrafricains auraient appelé leur pays Centrafrique. Peut-être pouvons-ils l'appeler Sango ou Kola, je ne sais pas, trouveront un terme, mais qui ait de l'impact sur leur... qui résonne avec leur propre histoire, avec leur mode de vie, avec leur civilisation. Et ça,
c'est les apports les plus déterminants, j'imagine, que le peuple et les dirigeants actuels attendent. Et non pas une discussion sur certains vont de la révision à la modification, à la réécriture. Mais en fait, les gens voudraient avoir des propositions concrètes. Sur telle question, voici ce que nous proposons. Sur telle question, voici ce que nous proposons. Là, il y a beaucoup de gens, il y a eu l'arrêt sur le Sango qui donnait le sentiment que le Sango Coin est dissocié de la question de la Constitution. Non, la monnaie et le Centrafrique s'est doté aujourd'hui d'une monnaie nationale numérique, le Sango Coin. La monnaie est une question politique avant d'être une question économique. Elle devient économique quand il faut la gérer. Mais pour son existence, c'est d'abord une question politique et ce sont des éléments importants qui devront être intégrés dans la Constitution. Et nous voyons très bien que une telle intégration indique les perspectives économiques que le président entend implémenter en Centrafrique, entend réaliser en Centrafrique avant de céder le fauteuil à celui qui lui succédera le moment venu. Donc il y a lieu de se demander, non pas s'il faut rédiger une nouvelle constitution, ne pas rédiger une nouvelle constitution, mais se demander à quoi doit ressembler cette nouvelle constitution, quel en sera le contenu, quelles sont les idées qui doivent la porter et quel sera le pays que nous organiserons demain. Donc l'arrêt ou la décision de la Cour constitutionnelle dernièrement, ce n'est pas grave, c'est une étape, mais ça permet simplement de mieux reformuler un certain nombre de choses pour que lorsque la nouvelle constitution sera là, eh bien que la Cour constitutionnelle soit mieux structurée, mieux organisée. Peut-être y aura-t-il une cour, il n'y aura peut-être plus une cour, mais un conseil, mais tout cela donne aujourd'hui à réfléchir sur les contenus qu'il faut apporter et ça coupera court aux intérêts étrangers qui interfèrent dans la vie des Centrafricains aujourd'hui et qui ont pour face visible généralement la France, mais également la MINUSCA qui est là depuis trop longtemps, parce que même la Deuxième Guerre mondiale, elle a duré 6 ans, elle n'a pas duré aussi longtemps que la présence de la MINUSCA ici. Voilà, merci Monsieur Yantimba, le temps nous tient déjà à la gorge. On va prendre juste une dernière question, le temps de clôturer. Alors, dites-nous, Monsieur Andjida, qu'est-ce que vous pensez de certains acteurs de la société civile? C'est justement que les Centrafricains sont à l'origine de leur propre malheur. Des Centrafricains sont... Oui, parce que ce sont que des Centrafricains qui trahissent leur pays. Ce sont des Centrafricains qui ternissent l'image de ce pays. Mais je ne veux pas dire que ce ne sont pas tous les Centrafricains. Il y a des Centrafricains qui aiment leur pays. En fait, oui. Il y a des Centrafricains qui aiment le pays. Il y a des Centrafricains qui portent dans leur cœur ce pays. Mais une franche partie qui, généralement, ne sont pas qui vivent en terre étrangère, qui sont à l'étranger, qui ne connaissent pas, qui ne touchent pas du doigt la souffrance, les réalités du pays, parce que ça nous fait mal. Quand au lendemain de la crise de 2012, les gens étaient dans les ledgers, mais nos parents étaient dans nos amis, nos frères qui étaient à l'étranger, bon, ils racontaient du n'importe quoi. Et pourtant, ils n'imaginent pas comment cette population ou ce peuple qui était dans des camps qu'on appelait ledgers, ils étaient là, sous la pluie, sous le soleil. Ils n'imaginent pas comment les gens dorment. Ils n'imaginent pas comment les gens courent dans tous les sens. En tout cas, pour moi, à un moment donné, c'est se moquer du peuple, se moquer de la souffrance de ce peuple. Et si on a ces personnes qui n'ont pas une vie de famille sur le plan local et qui pensent nous donner des leçons de morale, pensent que ce n'est pas bien. Mais il y a une partie de la population qui résiste. Nous sommes un peuple résilient. Oui. Malgré tout ce qui arrive, nous continuons de résister et nous continuons de dire que bon, il faut continuer d'avancer. Dieu fait grâce. C'est vrai, c'est loin de personnaliser le débat autour de Touadéra. Le président Touadéra nous a tous surpris. Parce que quand il venait en 2016, on ne s'attendait pas à ce leadership qu'il incarne aujourd'hui. Il nous a tous surpris, il vient avec des projets concrets. Et ceux qui voient l'État, ceux qui sont conscients, c'est que des vrais patriotes, qu'ils essaient de faire l'État, le bilan de 2016 à 2022, pour l'État que Touadéra, avant que Touadéra puisse accéder, aujourd'hui il y a un grand fossé. Ouais. En tout cas, il y a des réformes salutaires à encourager. Le fait qu'en moins de 4 ans, le président ait intégré plus de 15 000 jeunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais de façon
non seulement loin des considérations ethniques surtout. Parce que dans les régimes précédents, qu'est-ce qu'on pense? C'est qu'il faut être de la même famille du président pour espérer avoir une place auprès du soleil. Mais aujourd'hui, même dans le recrutement dans les forces de défense et de sécurité, ça se fait de façon non seulement démocratique, loin des considérations ethniques et tribales. Oui. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Donc le président Touadéra nous a tous surpris. Il nous a tous surpris et nous continuons de l'encourager pour qu'il puisse impacter sur la vie réelle du peuple centrafricain. D'accord. Monsieur Yamtimba, un dernier mot? Oui, juste un tout dernier. Il y aura toujours, oui, vraiment. Il y aura toujours dans nos pays en Afrique, du fait de la colonisation et du néocolonialisme que nous vivons, un certain nombre de peaux noires, masques blancs. Et ces personnes-là, qui en réalité sont les éléments des intérêts étrangers, peuvent tranquillement venir, que ce soit sur un plateau de télévision, que ce soit dans des articles de journaux, dire que les Centrafricains sont responsables de leur malheur. Mais les Centrafricains n'ont pas colonisé un autre pays. Les Centrafricains ne sont pas allés discuter les ressources du sous-sol de notre pays. En fait, le Centrafrique est victime. Les Centrafricains sont victimes des étrangers qui venaient d'Europe. Ils sont victimes de la colonisation européenne et du néocolonialisme français aujourd'hui. Et le Centrafrique ne peut pas, sous quelque forme que ce soit, être accusé de ne pas d'être responsable de quoi que ce soit. Les Centrafricains sont victimes d'un complot international, et ce complot international, il se voit. Vous avez ici une armée d'occupation dont le budget est supérieur de 2 fois. Il est l'équivalent de 2 fois le budget de l'État centrafricain. Si la communauté internationale aimait tant le Centrafrique et les Centrafricains, ils mettraient cet argent à la disposition de l'État centrafricain. Et si l'État centrafricain avait 1,2 milliard de dollars d'aide internationale, ce pays serait différent. Il y aurait la paix dans ce pays. Sauf que le Centrafrique doit se contenter d'à peine 600 millions de dollars pour son budget. Mais comment vous pouvez avoir une armée qui est sur votre sol, qui a le double du budget de votre pays? Cela veut dire que, en fait, les Centrafricains ne sont pas du tout responsables de ce qui se produit ici. C'est celui qui a les ressources, les moyens, la volonté et qui occupe tout l'espace, qui est responsable de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être dans la portion congrue et c'est vous qu'on accuse. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé ici, tous les gens qui ont été mêlés et qui sont de connivence avec ces forces de destruction étrangères, on les appelle les indigènes évolués. Et ces indigènes ont un accord clair avec ces gens-là, et ils peuvent donc venir, par exemple, insulter des gens qui souffrent depuis toujours et ne rien faire. Mais je vais terminer par une phrase en disant: tous les Centrafricains vous les Centrafricains, mais nous tous les Panafricains, les Africains, nous devons éviter cette voie de la polémique vers laquelle on veut nous pousser. Il faudrait que nous prenions tous la seule attitude qui vaille. Que voulons-nous? Que veulent les Centrafricains? Que veulent les Africains? Que voulons-nous? Et à la réponse à ça, dire ce que nous devons faire. Parce que le jeune homme qui est dehors là, qui va au marché ici, qui a PK5, PK10, PK9 ou je sais pas où, en Centrafrique ou à Bosangwa, ce qui compte pour lui, c'est que chaque acte, chaque parole qui sort de nos bouches, chaque acte que nous posons améliore ses conditions de vie. Et c'est ce que le régime actuel tente de faire au mieux des disponibilités et des possibilités qu'il a. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale. À vous, chers messieurs, merci d'avoir répondu présent. Justement, on va renvoyer l'antenne du côté de Douala à Baudelaire Nguéné, mais du moins on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h et justement retrouver l'équipe du soir composée de Manuel Asike-Ndoumbe et de Bachir Ladan lorsqu'il sera 18h. Baudelaire Nguéné, je crois que vous êtes déjà de notre côté, donc on renvoie justement l'antenne afin que ceux qui sont justement du côté de For You Matin puissent poursuivre la matinale. Excellente journée. Par là, et l'équipe qui se trouve actuellement donc du côté de la République centrafricaine, avec bien sûr cette édition spéciale autour de la Constitution, mais également du Sango Cogne. Hier, docteur Sango, on en parlait, ce projet de modification de la Constitution en République centrafricaine ne doit
pas seulement permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat, mais il s'inscrit surtout dans la continuité des projets de développement dont a aujourd'hui le professeur Faustin Archange Touadéra pour le Centrafrique. Oui, merci quand vous me donnez encore l'occasion de me prononcer sur cette question-là. Déjà hier, j'esquissais mon point de vue et j'essayais d'expliquer les enjeux même qui accompagnent la modification de cette constitution-là. Vous savez, Jean Baudin disait que la souveraineté, c'est le pouvoir suprême. C'est le pouvoir, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout pouvoir. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qu'un peuple doit disposer et qu'un autre peuple ne peut plus venir manipuler n'importe comment. Pour essayer d'expliquer cette pensée de Jean Baudin. C'est sous ce prisme-là qu'il faut concevoir même l'élaboration et la création d'une constitution. L'élaboration et la création d'une constitution, n'est-ce pas, sont cadrées, n'est-ce pas, ici, par la volonté de la souveraineté du peuple. Et je pense que du côté de Bangui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le peuple s'est rendu compte qu'en réalité, l'État centrafricain n'arrivait pas à assumer sa souveraineté. La souveraineté de l'État centrafricain était jusque-là sous-traitée. La souveraineté était, n'est-ce pas ici, embrigadée par une certaine puissance étrangère. Il y a 3 scénarios de création d'une constitution. Pour revenir là-dessus, on peut créer une constitution lorsqu'on veut créer un État. On peut réviser une constitution lorsqu'il y a un nouveau État. On peut réviser une constitution pour refonder un État. Vous voyez donc de ces 3 scénarios-là, la Centrafrique n'a jamais été un État créé. La Centrafrique a été une fabrication. La Centrafrique a été une fabrication de l'Occident. Lorsqu'on fait l'historiographie politique de ces pays-là, on se rend bel et bien compte que depuis même le processus des indépendances, ce pays-là a été mis sous les mains, n'est-ce pas, d'une certaine puissance et sous-traité par ce que nous appelons les Ando-colons, c'est-à-dire les locaux qui jouent le rôle de relayement du colonialisme et de l'impérialisme. Il se trouve donc qu'aujourd'hui, ce pays-là a connu, n'est-ce pas, à la tête de cet État, un fils qui veut remettre la Centrafrique, n'est-ce pas, ici, sur ses rails nouveaux, qui veut refonder la Centrafrique. Et cette refondation-là passe inéluctablement par la révision de la Constitution. Donc aujourd'hui, je pense que les Centrafricains devraient, n'est-ce pas, ici, comprendre cet enjeu-là. Le professeur Faustin Archange Touadéra n'est pas là pour servir ses propres intérêts. Il est là pour refonder l'État centrafricain à l'effet, n'est-ce pas, de disposer dorénavant de sa souveraineté. La souveraineté n'est pas une proclamation Baudelaire. La souveraineté, qui est un principe cardinal des relations internationales, est beaucoup plus une incarnation. La souveraineté se vit, on ne la proclame pas. Et je pense que cette vie-là passe par l'élaboration, par la mise sur pied d'une constitution capable de donner aux constituants du pouvoir, c'est-à-dire à celui qui incarne les destinées de ces pays-là, de pouvoir décider, n'est-ce pas, de manière libre et volontaire de l'avenir de son pays. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on classe les États, les pays qui sont riches en matière de ressources naturelles, en termes de matières premières, la Centrafrique caracole la première position aujourd'hui. Mais on a passé tout le temps à dire que la Centrafrique est un pays pauvre. La Centrafrique n'a pas ceci, la Centrafrique n'a pas cela. Mais en dépit de ces énormes richesses, la Centrafrique n'arrive toujours pas à décoller économiquement. Donc je pense que chaque chose ayant un temps, le temps est donc venu pour les Centrafricains de rompre avec avec ce lien-là qui les asservissait, qui les maintenait dans le joug du sous-développement. C'est pourquoi il est important que les Centrafricains qui ont initié ce projet accompagnent le président Archange Touadéra jusqu'à sa finalisation.
parce que c'est l'avenir de leur pays qui en dépend. Pour le reste, nous sommes, n'est-ce pas, dans un état démocratique. Nous sommes dans l'ère qui promeut de plus en plus la démocratie. Oui. Il peut arriver dans un pays comme dans un état qu'il y ait des divergences autour d'une question, ok? On peut par exemple mettre la question sur la table et on va observer les divergences des uns et des autres. Oui. Ce n'est que normal. Mais je dis souvent, devant la juridiction de la raison, aucune contradiction ne saurait demeurer irréductible. Oui. Aujourd'hui, la juridiction de la raison en Centrafrique, c'est la Constitution. Oui. Du moins, c'est sa révisabilité qui pose problème. Il est important que les Centrafricains et les Centrafricaines se mettent d'accord devant cette juridiction de la raison pour pouvoir sauver l'intérêt de leur État qui est l'incarnation de tous les citoyens et de toutes les citoyennes centrafricaines. Le projet de révision de la Constitution du 30 mars 2016 qui est donc porté par le peuple aujourd'hui. Oui, c'est le peuple centrafricain qui réclame bien sûr une nouvelle Constitution par voie d'ailleurs de référendum. On se souvient bien sûr qu'il y a quelques jours de cela, le professeur Faustin Archange Touadéra a répondu favorablement à cet appel du peuple en créant officiellement donc par décret un comité chargé de rédiger la nouvelle Constitution. Le comité en question est constitué de 53 membres au total. On en saura un peu plus bien sûr dans les tout prochains jours, mais surtout grâce à notre équipe dépêchée sur le terrain, celle qui nous permet de vivre en direct et en exclusivité l'actualité de la République centrafricaine. On prend cette transition, oui, on vous replonge bien sûr dans cette visite du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui qui, après l'étape malienne, s'est par la suite rendu du côté de la Côte d'Ivoire. Le président de la transition burkinabé s'est entretenu avec son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il était également question, là, une fois de plus, d'évoquer les aspects purement sécuritaires. Je vous l'ai dit, ces trois nations, Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, veulent désormais rouler ensemble afin de barrer la route au terrorisme. On refait donc cette visite du lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. C'est avec le concours de la présidence ivoirienne. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens. La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Merci bien, Président Ouattara. Nous sommes là aujourd'hui pour vous témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié par votre expérience. Vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela devrait nous amener à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays.
Voilà donc cet élément, on va le dire, de nos confrères de la présidence ivoirienne. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Dr Sango, parle de s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Du coup, on se pose la question de savoir quel peut bien être l'apport de la Côte d'Ivoire dans le processus de transition actuellement en place du côté du Burkina Faso. Oui, avant tout débat au fond, je vais d'abord remettre en exergue cette petite intrigue. Vous savez, quand vous avez vu le président Ouattara prendre la parole, il a dit qu'il est heureux de recevoir le chef de la transition burkinabé, chef de l'État du Burkinabé. Alors, une telle assertion qui ne saurait être également tenue de la part à l'égard du président du Mali. Oui, Assimi Goïta. Vous voyez on parle de junte quand on veut désigner le président Assimi Goïta. Et il n'arrive pas à reconnaître que Assimi Goïta est actuellement le chef de l'État, de la République du Mali. Donc, je pense que cet élément-là peut également constituer un handicap quant à ce qui concerne la mutualisation des forces qu'on peut observer, n'est-ce pas, dans cette sous-région, parce qu'il s'agit d'un trio, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire. Alors, s'inspirer, n'est-ce pas, de l'expérience de Ouattara, oui, du point de vue de la réelle politique, on peut l'acquiescer parce qu'en réalité, Ouattara est ancien dans ce genre de choses par rapport à ce jeune colonel qui vient d'arriver au pouvoir et qui n'a pas encore fait un an. Donc, sous ce prisme-là, on peut comprendre qu'il viendrait s'inspirer de l'expérience du président Ouattara. Mais au-delà de ça, il faut dire qu'il y a deux éléments importants qui peuvent justifier, n'est-ce pas, la visite de Damiba en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le premier élément était l'élément sécuritaire. Vous savez que ces deux pays restent des pays frontaliers et cette seule réalité peut expliquer le fait qu'il serait difficile de combattre le terrorisme au Burkina Faso sans toutefois avoir, n'est-ce pas, la collaboration des pays voisins. Vous savez, dans la lutte contre le terrorisme, il y a souvent plusieurs obstacles qui se posent sur le terrain et que lorsque ces obstacles ne sont pas soulevés et résolus, la lutte devient difficile. Il y a par exemple le sempiternel principe de l'extraterritorialité. Il arrive souvent que les djihadistes pourchassés, n'est-ce pas, dans un pays, traversent la frontière. Et en vertu donc du principe de l'extraterritorial, il est souvent difficile pour ce même pays qui a commencé à chasser ces djihadistes de traverser la frontière sans toutefois avoir l'assentiment du pays voisin. Donc, à travers donc une collaboration et un partenariat, il peut arriver que ces pays-là se donnent à travers ce principe d'extraterritorialité le droit de poursuite et de violation de frontières. Donc ça, c'est de un. De deux, il y a également le problème de la réconciliation. Vous savez que si le président Assimi Goïta a fait comme priorité, n'est-ce pas, la sécurisation de son pays, le président, n'est-ce pas, Damiba du côté du Burkina Faso a fait de la réconciliation sa priorité. Et aujourd'hui, cette réconciliation-là est en train, n'est-ce pas, ici, de prendre du plomb. Donc, on pourrait, par exemple, se dire que sa visite en Côte d'Ivoire, où la majorité des hommes qui ont fui le Burkina Faso suite à la crise de 2014 qui a vu le président Compaoré partir du pouvoir, se sont réfugiés en Côte d'Ivoire, il n'est que normal que le président Damiba s'y rende pour pouvoir travailler et causer avec ses exilés politiques à l'effet de réussir le processus de réconciliation qu'il a déposé sur la table et qu'il en a fait son chemin de bataille. Donc, aujourd'hui, c'est tout ça qu'on peut mettre sur la table pour expliquer sa visite du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a quand même des doutes qui persistent quant à la légitimité du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et de son bilan qui est jusqu'ici mitigé pour certains. Est-ce que le fait pour lui de résoudre définitivement la question des exilés politiques lui permettrait d'entrer dans des bonnes grâces du peuple burkinabé? Je pense que ça pourra être un pan, d'accord? Ça pourra être, n'est-ce pas, ici, un élément qui pourrait, n'est-ce pas, ici, permettre de s'aventurer ou alors de sauver ce processus de réconciliation-là. Parce que le problème des exilés politiques est un problème fondamental lorsqu'on parle de la réconciliation dans un État. Parce qu'il s'agit de déposer sur la table des dossiers tellement poignants.
des dossiers politiques. Et vous savez que les dossiers politiques sont souvent les dossiers très délicats, très dangereux. Et la réconciliation, il faut le dire, l'enjeu de la réconciliation, il faut le dire, pour qu'elle soit réussie, elle ne signifie pas, n'est-ce pas, ici, un effacement des responsabilités. Lorsqu'on veut réussir une réconciliation, il est d'abord important qu'on procède à l'établissement des responsabilités des personnes qui ont conduit, n'est-ce pas, à la crise, avant de voir comment on peut créer des compromis pour pouvoir faire table rase de ça et se projeter vers l'avenir. Et je pense que sur le plan africain, nous avons un précédent là-dessus avec l'exemple sud-africain au sorti de la crise de l'apartheid. On a vu comment le président Nelson Mandela avait procédé pour pouvoir pacifier l'Afrique du Sud aujourd'hui. On a établi les responsabilités des acteurs en présence et à partir de là, on a vu comment créer des compromis pour sauver l'avenir de l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso peut s'en inspirer. Le Burkina Faso ne doit pas penser que parce qu'on demande de plus en plus la réconciliation, cela signifierait que on doit, n'est-ce pas ici, fermer les yeux sur les responsabilités qui ont causé la crise burkinabé. Parce que, comme on dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on ne touche pas les causes qui ont conduit à la crise burkinabé aujourd'hui, il n'est que normal que dans les jours à venir, qu'on se retrouve en train de parler de la même chose, qu'on se retrouve, n'est-ce pas, en train de gérer toujours la même crise. Je vais proposer, docteur, d'écouter ensemble, bien sûr, cette réaction de Lionel Bilgo, qui est le porte-parole du gouvernement burkinabé, lui, qui dresse dans cet élément, bien sûr, le bilan. 5 mois après la prise de fonction du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba, qu'est-ce qui a été réellement fait sur le plan purement militaire? Comment se porte le Burkina Faso 5 mois après? Qu'est-ce qui a été fait qui ne devait pas l'être, ou alors qu'est-ce qui n'a pas été fait qui devait l'être? En fait, Lionel Bilgo s'est penché, bien sûr, sur ce bilan 5 mois après. Que s'est-il réellement passé, monsieur? Voici sa réponse. 5 mois donc de travail d'arrache-pied, 5 mois de réorganisation de l'armée, 5 mois de reconquête de nos territoires, 5 mois également de conduite de l'action sociale pour maintenir un mouvement humanitaire beaucoup plus rapproché de nos populations, 5 mois également pour garder l'État en état de fonctionnement, pour persister et continuer justement à conduire les opérations courantes de l'État. Donc on peut dire que 5 mois se sont écoulés, il y a eu beaucoup d'eau qui est coulée sous les ponts, beaucoup de choses se sont réalisées. On a une meilleure appréhension des attaques terroristes, de ce qui nous arrive, on va dire. On a allié action militaire, mais aussi action de dialogue. Je pense qu'il faut faire attention à la manipulation des chiffres. Moi, je suis moi-même statisticien. Il faut faire attention à la lecture que l'on fait des chiffres. Ensuite, il faut faire aussi attention à la sémantique. Le président Damiba a dit « Je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour un premier bilan ». Il n'a pas dit « Je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour vous remettre un Burkina totalement libéré ». Et c'est tout à fait normal quand on est responsable de donner des deadlines avec justement des trajectoires pour faire des points d'étape. C'est ce que le président a dit. Et donc, ce qu'il va faire, c'est de dire au peuple burkinabé, depuis 5 mois, voilà ce que j'ai pu faire avec une équipe, voilà ce que nous avons réalisé. C'est pas une promesse de remettre un Burkina complètement libéré des terroristes. Personne n'était dupe en écoutant le discours du président sur ce bilan d'étape-là, effectivement. Donc, c'est ce qui est. Je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis membre d'un gouvernement et je vous dis, je vous parle d'actions qui ont été réalisées. C'est ce qui est. Effectivement, il n'a pas dit, j'aurais résolu les problèmes. Sinon, c'était plus facile d'utiliser cette phrase, comme vous venez de le dire. Dans 5 mois, ça sera fini, j'aurai résolu les problèmes, je rends le tablier, on organise des élections. C'est pas ce qu'il a dit. Je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour vous faire encore un bilan de ce qui est. Mais en attendant, chacun peut se faire une idée de ce bilan-là. Sur la question des chiffres, vous savez, il y a de cela 6 mois ou 7 mois de cela, bien avant l'arrivée donc de ce gouvernement, que les routes du Burkina, de l'intérieur du Burkina, n'étaient pas praticables. Moi-même, je tournais dans tout le Burkina et j'ai eu des sueurs froides par moments. Je faisais Ouagadori et c'était pas praticable, c'était insécurisé, complètement déconseillé par toutes les ambassades sérieuses au Burkina Faso. Les miniers ne prenaient plus la route pour aller dans certaines mines, c'était par voie aérienne. Donc ces chiffres-là
sont là aujourd'hui, on les récupère et faisons attention et regardons l'évolution qu'il y a eu sur ça. Ensuite, sur la question des déplacés. Vous savez comment on fabrique des déplacés dans ce pays? Parfois, il est arrivé que juste un écriteau en arabe affiché sur une porte dans une mosquée, dans un village donné, le village se déserte. Mais les gens, une fois qu'ils reculent, parfois reviennent. C'est normal, quand on est dans une situation de psychose, que les déplacés se créent aussi facilement en créant justement ce genre d'action-là. Ou encore une parade de terroristes à quelques kilomètres de là, l'instinct de survie va pousser certains à se mettre en sécurité. On parle du bilan, mais en parlant du bilan, il faut parler de là où on vient. On vient d'un pays qui n'avait pas de maillage territorial efficace en termes de forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Notre armée était déficitaire en termes même de ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons renforcé la capacité en termes de ressources humaines de l'armée. Monsieur Barry vient de le dire. Nous avons également renforcé les capacités militaires de l'armée. Il vient de le dire. L'armée avait un problème d'organisation et de coordination. Les deux mots vont de pair. Et c'est très grave pour une armée qui est désorganisée et non coordonnée. Et donc, cela s'est réalisé aujourd'hui. De Lionel Bilgo, le porte-parole du gouvernement burkinabé, c'était bien sûr pour dresser à son niveau le bilan de ces 5 mois passés donc à la tête de la transition du Burkina Faso. Je retiens une expression qu'il a utilisée, ou du moins une formule, Dr Sango. Il dit, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo avait souligné le 1er avril dernier que je vous donne 5 mois pour un premier bilan, et donc je vous donne 5 mois pour vous remettre un Burkina Faso totalement libéré. Je pense qu'il a tout dit. Il a dévoilé même la vision du président Damiba. Cette vision-là qui consiste à s'inscrire dans la dynamique de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à remettre le pouvoir. Or, du point de vue réel et politique, il serait là pour faire la transition et organiser les élections. Vous voyez que c'est encore un élément de plus qui vient faire toute la différence avec ce qui se passe du côté du Mali. Il n'y a pas une traçabilité. Vous savez que récemment, le président Goïta avait sorti un calendrier et il avait dit que voilà le temps qu'il me faut pour faire la transition avant d'organiser les élections. Du côté du Mali, c'est connu. Ce qui n'y va pas, de même avec... du côté du Burkina, il a parlé de 24 mois, du Burkina. Le président Donc, ce qu'il faut comprendre à travers la sortie de ce porte-parole, c'est qu'il est en train de faire son job, d'accord? Il serait, n'est-ce pas, ici, étonnant de voir quelqu'un qui vient dire que leur équipe n'a rien fait comme bilan. Mais je pense qu'il appartient au Burkinabé aujourd'hui et à la communauté africaine, voire même mondiale, de voir sur le terrain ce que le président Damiba a réalisé depuis qu'il est là. Je pense que le donné à voir nous permet de constater que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'y a pas un réel changement. On n'arrive pas à voir l'impact, n'est-ce pas, de son avènement au pouvoir. Il a justifié sa prise du pouvoir par des raisons d'insécurité. Mais je pense que jusqu'ici, même la sécurisation de ce pays-là n'est pas à l'ordre du jour. Et justement, sur le plan sécuritaire, on nous annonce également une nouvelle attaque terroriste qui aurait fait 36 civils tués donc, et 37 autres blessés. C'était dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire c'était hier, suite bien sûr de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso. Une nouvelle attaque meurtrière aujourd'hui dans ce pays régulièrement endeuillé par des violences djihadistes, on va le dire. Peut-être le porte-parole Lionel Bilgo nous parle des avancées significatives qui ont été faites notamment sur le plan sécuritaire, mais sauf qu'on observe des réalités diamétralement opposées sur le terrain. Effectivement. C'est pour cela qu'on va toujours procéder par analyse comparative pour analyser, n'est-ce pas, ici, ces 3 coups d'État en Afrique, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, mais également au Mali. Lorsqu'on fait la comparaison entre le Burkina et le Mali aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a pas match parce que les résultats sont beaucoup plus perceptibles, sont tangibles, visibles du côté du Mali. Donc aujourd'hui, même personne ne saurait se lever et dire que ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali ne produit pas des effets. Ces résultats sont visibles. Ce qui n'est pas le cas pour Damiba, qui est aujourd'hui obligé. Vous savez que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas entrepris de faire une visite
étrangères. Donc aujourd'hui, puisqu'il a donné, n'est-ce pas, ici un échéancier de 5 mois ou 10 mois pour faire quelque chose, il se trouve donc que cette temporalité-là est en train de s'épuiser et il n'aura rien à dire à la population. Donc il est dans une sorte de pression, d'où cette visite éclair au Mali et en Côte d'Ivoire. Du reste qu'on puisse dire, c'est quoi? C'est que c'est au Burkinabé que revient le dernier mot d'appréciation du bilan de Damiba. Est-ce que la venue de Damiba à la tête de Burkina Faso était opportune? Est-ce qu'il était important que Damiba fasse ce coup d'État-là? C'est l'interrogation, n'est-ce pas, ici, à laquelle les Burkinabés devront répondre demain pour voir s'ils sont encore prêts à garder ce président à la tête de l'État ou alors à demander son départ. Un président qui est en train de se montrer beaucoup plus conservateur que transitaire. Or, alors que le Burkina Faso est empêtré dans la crise, il devait, n'est-ce pas, ici, faire de la sécurisation du Burkina Faso son objectif fondamental, la réconciliation son objectif fondamental, à l'effet d'instaurer ou alors de favoriser le retour à l'ordre constitutionnel, où les élections seront organisées et mettre sur pied un nouveau président qui sera démocratiquement élu. Mais cela ne semble pas être ses priorités. Cela s'écarte beaucoup plus, n'est-ce pas, ici, de ses objectifs. Il est beaucoup plus conservateur que transitaire. Merci beaucoup à vous, docteur Sango, pour ces brillantes analyses. On en profite également pour remercier Nestor Podacé qui a été des nôtres en tout début, bien sûr, de cette émission, sans toutefois oublier l'équipe de For You Media, actuellement déployée du côté de la République centrafricaine, qui, via une édition spéciale, a également participé à sa façon à cette production. La première, d'ailleurs, de la journée sur les antennes de For You Télévision. Merci à vous d'avoir été nombreux, pour vous qui nous avez également suivi en relais sur la 96.3 FM For You Radio, pour vous qui nous avez suivis via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Vous qui êtes restés des nôtres pour ce qui est sur la télévision, For You Télévision, celle qui porte un regard différent sur le monde. Portez-vous bien, les programmes se poursuivent.